Hola todos. Pourquoi je parle en espagnol? Je parle en Espagne. Bienvenue à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Je suis ravie de vous accueillir une nouvelle fois dans cet épisode, une nouvelle fois dans mon esprit. Euh, C'était pas du tout prévu que je fasse cet épisode. Euh, mais il y avait un petit espace entre les nouveaux épisodes que j'avais prévus. Et il se trouve qu'en plus, il s'est passé des choses dont j'avais envie de parler. Donc je me suis dit que j'allais vous procurer euh, un mini-épisode. Parce que dans ma tête, il va vraiment pas être long. Je pense qu'il va faire 20 minutes. J'aime bien pré-shot le temps que je vais prendre pour enregistrer le podcast. Enfin, genre, le temps que l'épisode va faire. Mais des fois, j'ai faux. Parce que la plupart du temps, je pense qu'il va être court. Et au final, je sous-estime ma capacité à me foutre des tunnels à moi-même. Et donc, a fortiori, vous mettre des tunnels aussi. Euh, mais bon, ouais, je sais pas, ça m'a pris d'un coup. Je me suis dit non, mais je m'en fiche, je vais vous pondre un petit épisode. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement que il y a une série que j'attendais depuis un certain moment qui est sortie. Et je me suis dit que j'étais obligée d'en parler parce que je l'ai kiffé. Et également parce que j'ai ressenti autour de moi l'engouement. Sans plus attendre, la série en question Off Campus. Que je vous explique un petit peu mon histoire avec cette série. C'est que, bon, pour ceux qui n'ont pas vu la série ou qui n'en ont pas entendu parler, c'est une série qui vient de sortir la semaine dernière, le 13 mai, sur Prime Video. Et c'est une série qui est adaptée de une série de livres. Je sais pas trop comment on appelle des séries de livres. Est-ce qu'il y a un nom particulier? Je me suis toujours demandé. Parce que moi, j'adore ce type de format. Et j'adore parce que c'est comme ça que j'ai repris la lecture. J'ai, je pense, comme beaucoup d'enfants, en tout cas de jeunes filles, j'ai commencé à lire et puis j'ai lu des petits bouquins quand j'étais au collège et après ça m'a saoulée, je trouvais ça chiant de lire, donc j'ai arrêté de lire. Et puis, je sais pas, je crois que c'était en 2020, peut-être que c'était, ouais, je dirais allez, peut-être pas 2020, 2021, bon, en tout cas vers là. Je devais avoir 20-21 ans et je me suis dit que j'allais reprendre à lire. Et du coup, j'avais vu un truc sur TikTok, voilà. Euh, Ah mais non, je me suis pas dit que j'allais reprendre à lire. C'est qu'il y avait rien, il y avait aucune série bien en fait qui sortait. Et j'étais en mode, les gars, I need content. J'ai besoin d'avoir de la romance. Enfin, délivrez-moi s'il vous plaît de cette grotte dans laquelle je ne vois aucun homme mariable tomber amoureuse d'une femme tout à fait remarquable. Donc, j'étais frustrée. Et là, d'un coup, je découvre qu'en fait, tu peux avoir accès à ce genre d'histoire, mais pas en série, en livre. Donc, je me dis, bah, écoute, if I have no choice, then. Donc, j'ai commencé à lire. Et vous devinerez jamais, j'ai commencé à lire avec la série Off Campus. Enfin, c'était pas vraiment avec Off Campus, parce que c'était. Je savais pas que c'était une série, ou soit que c'était genre une suite d'une série. Du coup, j'ai commencé avec le premier livre de la deuxième partie de Off Campus qui s'appelle Briar You. Et j'ai commencé avec ce premier livre. Et quand j'ai su qu'en fait, ça faisait partie de tout un univers énorme qu'avait créé l'autrice, je me suis dit, bon bah, ok, je vais tout reprendre. Donc, j'ai commencé ensuite livre 1, euh, saison 1. Et voilà quoi. Donc j'ai lu les 4 livres de Off Campus, plus The Legacy qui est un peu un hors-série. Et ensuite j'ai lu les 4 de Briar You. Et récemment, elle a créé une troisième saison avec 3 livres, je crois, dedans, ou 2. Euh,
et également 2 stand-alone, mais qui sont dans le même univers. Et en fait, je me rends compte que ça fait 5 minutes que je parle de cette série et que j'ai toujours pas dit de quoi ça parlait. Mais je trouve que c'est important de vous dire que j'ai commencé avec ça, puisque sachez que du coup, les 10 premiers livres que j'ai... Non, les 8 premiers livres que j'ai lus euh, depuis que j'ai repris à lire, c'était littéralement cette série. Donc, je sais pas, elle me touche. Je suis un peu protectrice de cette série. Et il faut dire que j'ai commencé très fort, puisque Gareth Graham, qui est le personnage principal du premier livre, euh, est considéré comme l'ultimate book boyfriend d'après TikTok. Euh, je dirais pas que je suis 100% d'accord avec ça, mais ça s'y rapproche. En tout cas, il est peut-être bien dans le top 5. Néanmoins, c'est pas mon préféré de Off Campus. Peu importe. Que je vous explique le sujet. J'ai découvert cette série et il s'est trouvé que quand j'ai lu les livres, je me suis dit, en fait, moi, je veux que lire des histoires comme ça. C'est-à-dire que, oui, certes, le livre est bien en lui-même, mais ce qui est cool, c'est que tu as le sentiment de réellement être dans la vie des gens. Puisque tu suis les histoires, chaque livre suit l'histoire d'une personne différente. Donc en l'occurrence, dans Off Campus, chaque livre suit l'histoire de un mec de l'équipe de hockey. Enfin, c'est pas vraiment l'équipe entière, mais c'est les 4 besties plus forts de l'équipe qui sont en coloc et, chacun a son livre où il rencontre l'amour. Voilà. Et il y a plusieurs saisons de ça. Donc il y a la première génération des 4 mecs, genre les 4 forts de l'équipe, voilà. Où on a donc Gareth Graham, John Logan, Dean De Laurentiis et John Tucker. Et ensuite, on a une deuxième saison de livres avec... Bah, en fait, c'est un peu les jeunes qui étaient dans leur équipe mais qui deviennent maintenant bah, genre les seniors à l'université et du coup ils reprennent la même coloc et du coup bah c'est Fields, Hunter, Connor et un autre qui n'est pas dans la coloc qui s'appelle Jake Connelly. Voilà. Et après la troisième saison, là c'est des enfants des gens qui se sont rencontrés dans la première saison. C'est un délire, les gars. C'est un cercle vicieux, c'est une histoire incroyable. Mais moi, ce que je kiffe, c'est le sentiment de found family. Genre ça, c'est un trope en romance ou en livre, je pense, que le but, c'est de voir qu'il y ait des liens hyper forts entre les personnages. Et ça, c'est, je pense, le type de livre que je peux dévorer, mais vraiment sans que je peux te lire la saison en une semaine, genre. Et, euh, et Off Campus, c'est ça. Donc, j'ai adoré. Euh, j'ai adoré quand j'ai su que c'était adapté. Genre, pour moi, c'était là. Parce qu'il y en a plein, franchement. Et puis, la romance hockey sur glace à l'université ou hockey sur glace joueur pro et c'est des found family, j'en ai lu, je pense, 5. Et c'est énorme, parce qu'à chaque fois, il y a genre plusieurs bouquins, il y en a minimum 4 bouquins, quoi. Donc c'est beaucoup quand même. Mais je pense que j'en ai lu même plus que 5. C'est peut-être mon péché mignon, je sais pas. Mais voilà, quoi. Donc, non, il y en a vraiment beaucoup et je me suis toujours dit que s'il devait y en avoir une qui était adaptée, ça allait être elle. Et quand ça a été annoncé, j'étais trop contente. Euh, donc voilà. Bien sûr, comme à chaque fois qu'on lit des livres et qu'il y a une adaptation en série, il y a une frustration parce qu'il y a des choses qui sont iconiques, qui nous tiennent à cœur dans le livre, euh, qui sont pas... Enfin, qui vont pas apparaître de la même manière parce qu'on peut pas, genre, tout mettre. Et par ailleurs, il faut avoir en tête que si on adapte littéralement le livre en série, c'est chiant. Parce qu'en fait, tu te concentres uniquement sur
2 personnages et en vrai, c'est hyper chiant. Ça, c'est enfin, c'est logique parce que tu peux pas regarder genre une série où tu que 2 personnages et genre tous les gens que tu vois autour, bah, tu connais pas leur histoire, genre c'est hyper frustrant. Sauf que du coup, si tu commences à genre dire leur histoire à eux, bah ça veut forcément dire que ça te laisse moins de temps pour parler de l'histoire principale. C'est normal. Et c'est comment tu balances les choses. Comment tu arbitres ce choix. Euh, Il y a plusieurs, du coup, changements où j'étais un peu triste. Et il y a des mini trucs où je me dis, ah, c'est trop dommage. Genre, ça, j'aimais trop quand il a dit ça, ou quand elle a fait ça, ou le fait qu'il fasse ce genre de choses. Et que tu retrouves pas dans la série. Mais franchement, c'est ok, parce que je pense qu'il faut pas être attaché à avoir une retranscription exacte. Après, il y a quand même des trucs où j'étais un peu en mode, wesh, là, vous avez beaucoup changé. Mais voilà. Je pense que l'un des changements majeurs qui a été fait, c'est que Gareth Graham, puisque, bah, parlons-en en fait du sujet de la série, parce que je n'ai toujours pas parlé, vraiment, c'est terrible. Mais la première saison et le premier livre se concentrent sur l'histoire de Gareth Graham, superstar de hockey, fils d'une très grande star de hockey. Euh, enfin, bon, du coup, lui, il n'est pas encore superstar de hockey. Il est superstar de sa fac, puisqu'il est capitaine de hockey, et c'est un très grand espoir pour le hockey américain, puisque son père est une légende vivante du hockey sur glace. Donc, lui, bah, c'est un peu un... Enfin, c'est le mec, genre, il fait rien de sa vie à part s'entraîner et, genre, aller en cours. Et il couche avec des meufs quelques fois, mais bah, franchement, même ça, il s'en bat les couilles. Genre, c'est pas un teufeur, genre. Et il rencontre Anna, qui, elle, est une meuf un peu pauvre, parce qu'elle a pas les moyens de... Elle est pas vraiment pauvre pauvre, mais elle a pas les moyens de payer ses études. Du coup, elle a une bourse pour la musique, sauf qu'elle apprend que sa bourse va être supprimée, donc elle va participer à un showcase pour essayer de gagner la compétition et remporter une bourse. Et Anna, bah en fait, elle est amoureuse secrètement de un garçon qui fait de la musique. Mais dans les livres, il est footballeur. Et du coup, elle est amoureuse de cette personne qui s'appelle Justin. Et elle est très forte à l'école. Sauf que Gareth, il a un problème puisqu'il faut absolument qu'il passe un examen, qu'il y arrive, mais il est nul dans cette matière. Alors que Anna, elle est hyper forte. Du coup, ils ont fait un deal. C'est que si... Enfin, Anna l'aide à prendre ses cours et Gareth aide Anna à faire en sorte qu'elle sorte avec Justin. Sauf que vous vous doutez bien, dès le début, ça dérape. Et ça, c'est le premier livre. C'est le sujet du premier livre et c'est comme ça qu'ils ont présenté la saison 1. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ce qui est intéressant, c'est que... euh, alors, j'ai jamais lu les Bridgerton, mais je sais que Bridgerton, il y a le même concept qui est que chaque livre parle de l'histoire d'un des frères et sœurs Bridgerton. Et dans l'adaptation de Netflix, ils ont vraiment pas du tout touché à cette logique. C'est-à-dire que vraiment, tu ne vois pas du tout. Enfin, il n'y a pas d'avancée dans les histoires des uns et des autres si c'est pas ta saison, quoi. Mais là, ils ont décidé de pas faire ça. Et j'ai trouvé ça très intelligent. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui font qu'ils avaient quand même de la flexibilité dans la timeline. Et ils en ont profité pour modifier certaines choses et faire en sorte que, en fait, t'avais plus qu'une histoire dans une saison. Puisque là, bah, on a vu le début de quelque chose dans la saison 1. Et du coup, bah, on peut imaginer que la saison 2, puisqu'ils ont déjà parlé de ce qu'ils vont faire pour la saison 2, la saison 2 sera bah, sur eux, mais sur aussi un autre couple. Et que, en fait, du coup, au fur et à mesure, bah, tu vas avoir genre les trois quatre couples qui vont se faire. Et d'ailleurs, il y a aussi, ça c'est mon hypothèse que j'ai pas forcément beaucoup vue, mais je pense que c'est juste parce que j'ai pas cherché, enfin, j'ai pas vu cette opinion, mais je pense que beaucoup ont aussi cette
idée, enfin, cette hypothèse, c'est que, en fait, entre les premiers livres et la deuxième partie de livre, c'est vraiment des histoires qui se suivent. Il n'y a aucun écart. Alors qu'avec la troisième partie, c'est vraiment les enfants des premiers, quoi. Donc, il y a genre bien 20 ans d'écart. Donc, c'est pas possible de tout merge. Genre, vraiment, les derniers, on va jamais les voir, quoi. Ou ça sera dans le cadre d'une autre série, mais ou d'un spin-off, quoi. Mais on les verra pas. Par contre, la deuxième partie de la série, les 4 bouquins suivants, je pense qu'en fait, ils vont être intégrés à la même série Off Campus, genre à la même adaptation, et qu'on va les voir beaucoup plus tôt que ce qu'on pense. Et en fait, d'ailleurs, c'est déjà le cas. On a eu quelques indices de ça, et moi je pense que ça, c'est vraiment comme ça que ça se passait. Alors peut-être pas dans la saison 2, mais on peut très bien imaginer qu'il y ait des chevauchements de timeline. Ça serait complètement logique. Et, et voilà. Donc ouais, je suis vraiment trop excitée. J'adore. Et j'adore vraiment plein de choses. Il y a il y a des scènes où j'étais en mode waouh! Et ce que j'adore, c'est que et j'avais eu cette même obsession au début de l'année avec Heated Rivalry, qui est aussi une série de hockey, et donc, mm, enfin, j'en ai aussi beaucoup parlé sur le podcast, mais j'avais pas trop parlé dans la vraie vie, parce que, enfin, j'en avais parlé, mais euh, en fait, je me rends compte que depuis tout à l'heure, des fois, je parle, mais pas dans le micro. Genre, je tourne la tête. Je suis désolée, ça doit être terrible, le son. Je m'en veux. Excusez-moi. Bref, peu importe. J'en avais parlé, mais en fait, personne, euh, mm, genre, avait vu dans mon entourage la série. Genre, les gens n'en avaient pas entendu parler. Ce qui était fou, puisque c'est devenu vraiment viral très vite. Alors que là, la différence, c'est que j'ai l'impression que beaucoup en ont entendu parler qu'elle allait arriver, cette série. Et du coup, par exemple, mes colocs ont regardé. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, la série, elle est sortie le 13 mai. Mercredi 13 mai, il faut savoir que moi, le mercredi soir, j'étais assise sur mon canapé et je me suis maté les 8 épisodes d'un coup. Je me suis couchée à 4h30. Et je travaillais le jeudi de l'Ascension. C'était ma journée de solidarité. Donc voilà quoi. Mais j'ai regardé les 8 épisodes d'affilée. Et le lendemain soir, j'arrive, j'ai une coloc qui est en train de regarder, qui est en train de commencer la série. Bah du coup, je l'ai re-regardée en entier avec elle pendant le week-end. T'as capté, c'est normal. Sauf que après, il y a ma deuxième coloc qui commence à regarder, parce qu'elle était pas là ce week-end, elle travaillait, elle avait un event. Du coup, elle commence la série en début de semaine. Bah, j'ai regardé avec elle, t'as capté. Donc là, ça fait 3 fois que je regarde la série. Bon, je l'ai pas fini la troisième fois, parce que j'ai pas continué avec elle. Enfin, nos emplois du temps ne matchent pas pour regarder la série. Mais j'ai quand même regardé genre 3 fois la série, quoi. Je trouve ça hilarant. Et ça prouve à quel point c'est trop fun à regarder. Genre vraiment, c'est trop trop fun. Et en fait, ce que j'adore le plus, c'est pouvoir partager le truc avec tout le monde. Et pourquoi c'est fun et pourquoi les gens kiffent. Parce que là, moi, j'ai vu du coup, avant de commencer ce podcast, une nouvelle info, c'est que du coup, ça fait une semaine que c'est sorti. Et Rotten Tomatoes, donc qui est bah, l'organisation qui score les séries, qui est critique de séries, films, etc., a donné un score de 96% à Off Campus. Et mes hypothèses sur la raison, et également sur la raison qui fait que c'est l'une des séries les plus regardées de Prime Video actuellement, c'est parce que déjà, c'est une série genre young adulte, jeune adolescent qui est à l'université. Moi, je trouve toujours mieux les séries à l'université plutôt qu'au lycée. Parce qu'en fait, au lycée, je trouve ça pas réaliste. Et à l'université, genre, je sais pas, j'aime beaucoup mieux, enfin, beaucoup mieux, ça veut rien dire ça. J'aime vraiment plus le milieu, genre, universitaire, l'aspect campus, etc. La deuxième chose, c'est que les personnages masculins sont littéralement, genre, une très belle transcription que ce qu'est un book boyfriend, c'est-à-dire un homme respectable et respectueux. Euh, et je pense que c'est pas forcément
toujours le cas dans des séries, dans des adaptations, mais même genre des productions originales. Euh, et là, en fait, vraiment, on se retrouve dans un contexte où c'est des joueurs de hockey, c'est quatre mecs qui vivent dans une coloc, et du coup, tu te dis tout de suite, c'est des gros toughers, que c'est des fuckboys, ils ont aucun respect, et tu te retrouves avec des scènes, genre, legit trop mignonnes, où en fait tous les deux, genre il y a deux mecs qui se parlent et qui sont en train de se dire genre bah genre mec, vraiment, t'as aucun souci à te faire. La meilleure chose que tu peux donner à quelqu'un, genre quand tu couches avec elle, c'est genre la mettre en confiance, genre le consentement, c'est hyper important. Enfin, et ça a l'air con, mais genre c'est trop bizarre, genre ça n'arrive pas, genre y a pas de, genre les conversations elles sont legit trop bien en fait. Et la réflexion qu'on a eue avec mes colocs, c'est que à un moment donné, on s'est dit genre, c'est tellement mignon de faire ça, mais en même temps, genre, comment ça se fait qu'on trouve ça trop mignon qu'ils fassent ça alors que c'est le bare minimum? Genre, la barre, elle est au sol. Et là, tu trouves que la représentation, elle est bien faite. Et par ailleurs, comme Heated Rivalry, ça fait du bien de voir des sportifs se comporter comme ça. C'est important parce que l'univers du sport est tellement macho. Et c'est important d'avoir ce genre de représentation aussi pour les hommes, pour leur montrer que c'est possible d'être un homme respectable et pas un loser. Voilà. That's for you, my male friends. Bref. Donc voilà. Et j'en profite du coup, euh, parce que je me suis dit que comme il y a plein de gens qui ont regardé Off Campus, il y allait y avoir plein de gens qui avaient besoin de d'autres recos un peu sport. Euh, J'ai pas énormément de recos séries, romance et sport, à part Heated Rivalry, que je conseille vraiment, parce que pour moi, elle est encore mieux que Off Campus. Genre vraiment, ça te fait kick your feet, genre t'es en mode, ah, c'est trop bien. Euh, mais j'ai d'autres séries. Il y a La Meneuse en français qui s'appelle Running Point en anglais. Et c'est aussi trop cool. C'est pas du tout la même chose, c'est pas une romance, c'est plutôt une série comédie, et c'est pas des sportifs, ça suit en fait une femme qui est la seule sœur de sa famille, et sa famille est propriétaire de la franchise de NBA de Los Angeles, et elle se retrouve à un moment donné à la tête de la franchise, un peu par hasard, c'est une situation et c'est censé être temporaire, mais elle se dit qu'en fait c'est sa chance de prouver que bah elle peut littéralement gérer le truc seule quoi. Et c'est ce qu'elle fait, et c'est assez humoristique, c'est hyper sympa, c'est dans le milieu du basket, c'est cool, c'est fun, franchement c'est frais, et c'est féminin quoi. Du coup c'est cool. C'est 3F, fun, frais, féminin. Putain, mais j'aurais dû mettre ça dans mon post Instagram. Ouais, je suis conne. Bref, peu importe. Euh, une autre série romance, que ça j'ai pas mis dans mon post Instagram, du coup c'est un peu une exclusivité, c'est Spinning Out, qui est une romance mais patinage artistique en couple, qui est sur Netflix il me semble, qui est pas mal aussi, mais je trouve qu'elle est quand même plus gnangnan que les autres, et c'est un peu moins genre je trouve qu'elle est moins importante cette série, dans le sens où Off Campus, c'est une série qui prouve des choses. E.T. Rivalry, ça prouve encore plus de choses, et c'est encore plus nécessaire d'avoir une série comme ça, parce que j'en ai déjà parlé dans le premier épisode de la saison 2, mais c'est hyper important d'avoir des séries qui montrent certaines choses politiquement, puisque l'art, les films et le sport, c'est politique, et le fait qu'il n'y ait toujours pas un seul joueur de hockey en ligue majeure qui soit ouvertement gay, c'est inquiétant. Bref. Donc voilà. Et puis j'avais aussi une autre série, c'est Ted Lasso, qui est une série genre hyper fun, aussi un peu management. C'est la même vibe que La Meneuse, sauf que là, en fait, c'est genre un coach de football américain qui se fait embaucher pour coacher une équipe de foot, mais genre football européen, soccer, en Angleterre, mais il connaît pas du tout les règles, il connaît pas le sport, il sait pas comment ça se passe.
mais il se retrouve genre là parce que la présidente du club l'a embauché pour faire chier son ex. Et du coup, bah il faut qu'il deal avec le fait qu'il connaît rien, quoi. Et c'est assez marrant parce que le gars, il est un peu delusional dans le fait qu'il peut réussir. Donc voilà. Et j'ai commencé, c'est déjà fan club approved, mais j'ai pas fini. Donc peut-être que ça va devenir nul après, je sais pas, mais en tout cas, le début est top. Et après, bah, j'ai aussi regardé pas mal de séries documentaires. Et ça, je sais que c'est un format, maintenant, c'est un classique, il y en a plein qui ont été faites. Je trouve que Netflix sont très forts sur ce genre de sujet. Et je sais que c'est pas un truc genre hyper girly, hyper romance, hyper marrant, tout ça. Mais en vrai, je vous jure qu'il y a un truc tellement girly dans le fait de regarder des séries comme ça. Parce qu'en fait, t'es en train de littéralement suivre des gens en backstage et t'as tout le thé, tous les gossips. Je vous jure que euh, Drive to Survive, la série Formule 1, mais je pense qu'il y en a plein qui l'ont déjà regardé. Mais quand tu regardes la Formule 1 et ensuite que tu regardes Drive to Survive, ça n'a aucun rapport. Et je trouve ça juste hilarant de voir tout le thé. Et en même temps, genre, de savoir, parce que t'as suivi la saison, qu'il y a plein de trucs qui sont, genre, modifiés, qui sont arrangés en fonction de la timeline et tout. Je trouve ça hilarant. Donc, je vous conseille de regarder cette série. Mais sachez qu'il y en a plein d'autres. Drive to Survive, c'est celle qui est la plus connue. Mais il y a également un équivalent sur Prime de la NHL, donc la ligue nord-américaine de hockey, qui s'appelle Face Off Inside the NHL. Il y a Breakpoint sur Netflix qui est sur le tennis. Il y a F1 The Academy, donc c'est l'équivalent mais pour F1 Academy. Et puis après, il y a d'autres mini-séries qui sont genre juste sur une saison comme FIFA Uncovered. Donc là, ça va découvrir un peu tout ce qui se cache derrière les magouilles de la FIFA. Il y a Captains of the World. Et ça, bah, peut-être qu'ils vont le refaire cette année, hein, mais c'était une série qui avait suivi les capitaines des équipes, enfin des grandes équipes à la Coupe du Monde 2022. Et il y a également Six Nations Full Contact qui est sur le tournoi Destination. Donc voilà. Et j'en profite également pour dire que personnellement j'ai regardé le film documentaire sur Netflix qui s'appelle Le bus de point les bleus en grève et c'est hyper intéressant. Allez-y, c'est hilarant. Voilà. Je crois que j'ai oublié de dire juste une série là en fait qui est trop bien. Mais alors là les gars, c'est trop trop cool et c'est la enfin en vrai, c'est peut-être pas la seule série, mais moi, j'ai pas vu d'autres séries comme ça. C'est Sunderland Till I Die, qui est aussi une série documentaire et qui suit le club Sunderland, qui est un club anglais qui s'est fait reléguer en genre la ligue en dessous, la première ligue. Je sais pas comment elle s'appelle, mais voilà. Et la deuxième ligue, je suis la honte. Qui se fait reléguer et du coup en fait on les suit pendant une saison en train d'essayer de revenir en première ligue et c'est vraiment trop bien parce que t'es tellement en immersion dans le club, c'est trop cool et genre même juste le titre il dit tout, Sunderland Till I Die, genre moi je me reconnais tellement parce que je trouvais que c'était tellement l'histoire de Nantes et là quoi de mieux que de re-regarder Sunderland Till I Die au vu de la situation du FC Nantes cette année finalement. Donc voilà. Euh, Vous vous souvenez quand j'ai dit que c'était qu'un petit épisode? Ouais, bah on est que au premier sujet et j'en ai un autre à aborder. Oupsie, doupsie. Euh, le deuxième sujet, c'est Roland Garros, les gars. On est le 20 mai, la première semaine a commencé. Alors c'est la pré-semaine, puisque c'est les qualifications, c'est pas le tableau principal, mais ça a commencé. Je suis donc obligée de vous en parler. Parce qu'il y a plein de trucs qui se sont passés. Je pense pas que je vais faire un long débat sur qui sont les favoris, puisqu'il n'y a qu'un seul favori chez les hommes, c'est Sinner, qui est on a roll sur tous ses matchs. Il a 23 victoires d'affilée en Master 1000. Euh, Comment vous dire que c'est impressionnant.
Mais surtout, il a battu le record du nombre de masters gagnés d'affilée. Il en a 5. C'est-à-dire que là, il a inventé un concept qui est de gagner euh, ses 5 premiers masters de la saison. C'est le seul à avoir fait ça. Voilà. Euh, et il a officiellement remporté tous les Masters 1000. Voilà. Mais en fait, juste de manière générale, il a bientôt fini le tennis. Je vais vous expliquer pourquoi. Il a gagné tous les Master 1000 et il a gagné 3 grands chelems sur 4. Il lui reste donc seulement Roland Garros et les JO à gagner. Et c'est tout. Et c'est tout. Et imaginez si les JO, ils pouvaient ne pas être tous les 2 ans. Mais là, il aurait gagné depuis longtemps. Maintenant, là, il est obligé d'attendre 2028. C'est relou, mais vous vous rendez compte de la dinguerie? Vous vous rendez compte de la dinguerie? C'est chaud, frère. Donc voilà. Mais après, donc on a lui qui est en tête et par ailleurs, il est en tête et tout seul puisque Alcaraz est forfait. Et d'ailleurs, il a annoncé qu'il était aussi forfait pour Wimbledon, donc hyper chiant. Mais il y a d'autres forfaits qui me saoulent un peu puisqu'il y a genre vraiment les 3 plus belles hommes du tour qui sont forfaits. Donc je vois pas l'intérêt de regarder Roland Garros. Puisqu'il n'y a pas Arthur Fils, il n'y a pas Musetti et il n'y a pas Jack Draper. Donc, je vois pas l'intérêt de regarder. Surtout qu'il y en a un par contre qui est pas forfait, c'est Alexander Zverev. Voilà. Et du coup, il devient favori. Parce qu'en fait, en vrai, là, le top 3, bah, c'est Sinner, Zverev, Djokovic. Après, Zverev, il était forfait à Hambourg. Donc, cette semaine, actuellement, il y a aussi un tournoi à Hambourg et il devait le faire et au final il le fait pas. Donc est-ce que c'est parce qu'il se sent diminué physiquement? Hopefully, on espère, Inch'Allah. Parce que bon voilà quoi. Ça serait top parce que s'il y a bien une personne qu'on veut pas avoir gagné, c'est Zverev en fait. S'il y a une personne qui n'a pas intérêt à voler cet exploit de Sinner, c'est Zverev, les gars. C'est absolument inconcevable. Et moi, ce qui me saoule aussi, c'est que je suis censée aller voir les quarts de finale. Et je vous jure la vie de ma mère, si je ne vais pas voir les quarts de finale de Sinner, je pense que je pète un câble. Je pense que je peux péter un câble. Parce que là, genre maintenant, il reste plus beaucoup de gens où je me dis, ah, ce serait trop cool de les voir. À part Sinner et Djokovic, je ne vois pas en fait. Genre dans ma tête, j'arrive pas à concevoir qui peut aller jusqu'en quart de finale et que j'ai trop envie de voir. Je suis un peu under the shock. Je sais pas quoi dire. Et j'espère que je vais avoir un bon truc, hein. Les gars, il faut croiser les doigts, hein. Donc voilà. Et d'ailleurs, Djokovic, je le mets favori, mais il faut savoir que quand même, Djokovic s'est fait battre au premier tour du Master 1000 de Rome. Et il a pas fait un tournoi sur terre battue de la saison. Donc c'est pas non plus comme s'il était favori. Bon, heureusement, ça va plus se jouer chez les filles, comme d'habitude, puisque le panier féminin est vachement développé. Donc on a Swiatek, Sabalenka, Coco Gauff et Andreeva qui sont pour moi les 4 prétendantes au titre. Bien sûr, moi, je supporterai Coco Gauff, puisque c'est GOATesque. Mais il y a aussi euh, Rybakina, Svitolina, qui sont aussi très importantes. Donc, on les garde en mémoire. De toute façon, le tournoi féminin va être encore une fois hyper intéressant parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Donc moi je trouve ça tout le temps croustillant à regarder. Et c'est moi qui fais la promotion pour le sport féminin parce que je pense que le tennis en a besoin. Voilà. Et autre chose que le tennis a besoin, c'est que les grands chelems commencent à écouter les joueurs. Oui, oui, je suis obligée d'en parler. Cette polémique, peut-être que vous l'avez pas vu passer, ou peut-être que vous l'avez vu passer, mais vous n'avez pas bien compris de quoi il s'agissait. Puisque ça paraît complètement paradoxal qu'on a des joueurs comme Sinner et Sabalenka qui gagnent des prize money à des grands chelems avec des montants qui sont complètement lunaires et qui demandent à ce qu'ils soient plus payés. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Déjà, si vous n'avez pas du tout entendu parler de cette polémique, c'est que euh, les joueurs menacent de boycotter Roland Garros et de manière générale les grands chelems
parce que la part des revenus des grands chelems qui est attribuée aux joueurs, donc via la prize money, donc l'argent qu'ils gagnent après s'être fait éliminer. Globalement, genre plus tu vas loin, plus tu vas gagner de l'argent. Et eux, les grands chelems, ils accordent une part qui est entre 12 et 15% de leurs revenus. Alors que sur le circuit ATP, donc les Master 1000, les ATP 500 ou 250, eux, ils attribuent plutôt une part qui est d'environ 20%. Donc, bien sûr, quand tu gagnes un grand chelem, tu gagnes beaucoup plus d'argent que si tu gagnes un Master 1000 ou encore pire, un ATP 250. Mais en fait, ce que revendiquent les joueurs, c'est que euh, c'est eux qui font le spectacle. Genre, c'est pour les voir eux qu'on vient. En fait, si eux, ils ne jouent pas, les grands chelems n'ont pas de revenus. Et, euh, et du coup, et c'est littéralement ça, hein, parce que le revenu, c'est des sponsors, c'est les services qui sont proposés et qui sont vendus parce que les gens viennent voir des sportifs, et c'est les tickets. Donc, en fait, t'as genre littéralement tous les revenus, c'est grâce aux joueurs. Genre, il n'y a rien d'autre, il n'y a aucune autre activité qui permet de gagner de l'argent et qui n'est pas liée au fait que c'est les joueurs. Donc, eux, en fait, ce qu'ils revendiquent, c'est que, bah, comme c'est eux qui leur permettent d'avoir des revenus si élevés, bah, ils devraient pouvoir profiter d'une plus grande part. Alors, ça veut pas dire augmenter le prize money du gagnant euh, à une hauteur astronomique, ça veut plutôt dire de payer les gens qui sont au qualif, les gens qui sont dégagés au premier, deuxième tour, qui restent des personnes qui sont dans les 100 premiers mondiales. Hein. Donc, enfin, il faut se rendre compte, centième, t'es là, tu te dis putain, la personne est nulle, mais c'est la centième meilleure personne à faire ce qu'elle fait au monde. Et enfin, elle est payée la misère, genre, elle fait aucun bénéfice. Quelqu'un, un Américain qui vient jouer Roland Garros, il fait aucun bénéfice. Il se fait éliminer au premier tour, il a aucun bénéfice. Il doit payer l'hôtel, l'avion, enfin, il fait aucun bénéfice. Heureusement, certains ont des sponsors et ça marche uniquement comme ça, mais c'est un sport qui est vraiment ingrat sur ça, et du coup, ce qu'ils demandent, c'est que bah, les grands chelems affichent aussi ce soutien. Et la problématique, c'est que bah, il y avait déjà eu des, des remarques et des choses qui avaient été dites en conférence de presse pendant Roland Garros l'année dernière à propos de cette part trop faible qui était dédiée aux joueurs et aux joueuses. Et surtout, les gens étaient choqués parce que c'est uniquement à Roland Garros que c'est aussi bas. Et en fait, depuis, il n'y a pas eu de changement. Donc les joueurs, ils demandent à faire partie du comité d'organisation des grands chelems pour avoir des discussions à ce sujet et négocier les choses. C'est une pratique qui est très courante dans le sport de haut niveau, d'inviter bah, le top 10 des joueurs, des athlètes de la discipline pour négocier bah, certains termes de fonctionnement. Et eux, c'est ce qu'ils demandent, mais en fait, ça a été refusé. Les grands chelems, les comités d'organisation des grands chelems ne veulent pas inviter les joueurs à la table pour avoir cette discussion. Donc, bah, elle n'a pas lieu. Et donc, t'as des grands chelems comme l'Open d'Australie, comme l'US Open, qui ont un, un taux pour les joueurs de 15%. Et Roland Garros, sous 12%, quoi. Donc, c'est chiant, ça les saoule. Et du coup, bah, il y en a plusieurs grands joueurs qui ont menacé de boycotter. Il y a Madison Keys, il y a Sabalenka et il y a Sinner. Donc voilà. Euh, et c'est d'autant plus marquant parce que c'est des joueurs et joueuses qui ont des choses à perdre s'ils ne participent pas à des grands chelems.
Enfin, Sinner, il participe pas au Grand Chelem, il met en péril sa place de numéro 1. Sabalenka, c'est pareil. Madison Keys, c'est pareil, elle peut perdre des places très très rapidement. Donc en fait, c'est des joueurs qui sont prêts à tout mettre de côté pour, genre, bah, leur propre bénéfice, parce que bien sûr, eux, ils vont gagner plus, mais aussi parce que, genre, en vrai, les petits joueurs, alors je dis les petits joueurs, mais c'est pas vraiment des petits joueurs, mais les gens du top 100, ils peuvent pas se dire qu'ils vont boycotter. Genre vraiment juste, c'est eux qui perdent. Les organisateurs, ils perdent rien du tout avec un mec du top 100 qui décide de boycotter le tournoi. Donc en fait, c'est ça qui a de l'importance et bah, c'est le fait que Sinner et Sabalenka et Madison Keys, elles se disent bah en fait nous on va les boycotter pour qu'on gagne plus d'argent, mais pour que genre nos pères qui n'ont pas la chance de d'avoir autant de sponsors, d'avoir autant de victoires à leur actif, mais qui sont quand même parmi les meilleurs au monde, puissent bénéficier de quand même certaines choses, parce qu'il faut se dire aussi que genre, même en termes de sécurité sociale, d'assurance maladie, enfin, ils sont vraiment très peu assurés, en termes de droit du travail et tout. Donc, voilà quoi, c'est la moindre des choses. Vous vous souvenez vraiment quand j'ai dit un épisode très court, 41 minutes là. Désolée les gars. Mais c'était quand même hyper kiffant de faire cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que les sujets vous ont plu. Je rappelle, comme à chaque épisode, que je ne suis pas journaliste. Ce ne sont pas des informations à prendre à la lettre. Je parle d'opinion et pas d'informations. C'est un podcast, je le rappelle, puisque je ne veux pas avoir de soucis à ce sujet. Ne croyez pas à tout ce que vous entendez. Et voilà, c'est tout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.